Dans les titres de l'actualité ce jeudi au Bénin, Patrice Talon était à nouveau face à la presse pour un entretien exclusif. Le président de la République est l'un des grands artisans de la première édition des Vodou Days. Il s'est prononcé sur son attachement à l'événement malgré sa confession religieuse. Vous l'entendrez dans ce journal. À suivre également ce soir cette descente du ministre en charge du numérique et de la digitalisation. Aurélie Adam Souli est allée chez les opérateurs GSM Move Africa et MTN Bénin. C'est dans le cadre du déploiement de la connexion 5G au Bénin. En sport, comme vous pouvez vous en douter, la fête du football avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a abordé cet après-midi sa deuxième journée de la phase des groupes. En ouverture de cette deuxième journée, la Guinée équatoriale s'est offerte à son homologue de la Guinée-Bissau et s'ouvre ainsi les portes du second tour. Voilà pour le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Patrice Talon était face à la presse internationale hier. Deuxième sortie pour le président de la République en espace d'un mois. Le président de la République, Patrice Talon, est l'un des grands artisans de cette première édition des Vodou Days. Il s'est prononcé d'ailleurs sur son attachement à l'événement malgré sa confession religieuse. On écoute Patrice Talon. Vous savez, les religions sont en compétition. Moi, je suis chrétien, catholique pratiquant. Mais je vois combien mon action actuellement peut heurter l'intérêt de la propagation de la foi chrétienne. Et puisque chaque religion a pour vocation de diffuser la bonne nouvelle, d'avoir davantage de fidèles, parce que ce que les prophètes ou le Créateur ou Dieu attend de chaque fidèle, c'est de faire des autres fidèles de la religion. Donc la mission d'un chrétien normal est de diffuser la bonne nouvelle chrétienne. Donc ma mission en tant que chrétien, c'est d'abord celle-là. C'est apporter la bonne nouvelle aux autres musulmans, aux autres fidèles du religion vaudou, leur apporter la bonne nouvelle chrétienne. Et ça, c'est ce qui relève de ma foi et de la recommandation, de l'attente de l'Église à mon endroit personnel. Donc, il est évident que le clergé catholique doit trouver dans mon action peut-être quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'Église attend de moi. Mais au-delà moi, de ma foi, de la pratique de ma foi, je suis dans une charge aujourd'hui qui recommande que je travaille aussi bien pour les chrétiens catholiques, que ça aussi pour les musulmans, pour les évangéliques, pour les fidèles vaudous, d'abord. Puis deuxièmement, je dois identifier tous les facteurs de développement économique. Donc si pour les uns et les autres, tel aspect de tel courant religieux est d'un intérêt économique important ou un intérêt culturel, artistique important pour mon pays, j'ai l'obligation, dans ma charge, dans ma fonction, d'utiliser les ressources publiques, d'utiliser les attributs d'État pour faire la promotion de tout cela parce que c'est d'intérêt global. Donc je fais bien la distinction entre ma foi, ma religion, les prescriptions de ma religion avec mon rôle qui est d'aller chercher partout où il y a un intérêt économique, un intérêt d'épanouissement, il y a un intérêt de développement. Partout où cela existe, il y a le devoir d'aller chercher et de promouvoir cela pour que, au-delà de la foi, les Béninois vivent bien économiquement, gagnent de l'argent, qu'il y ait des emplois pour tout le monde. Malheureusement, l'emploi n'a pas de couleur, n'a pas de foi, n'a pas de religion. Donc je mesure bien la complexité de la chose. Mais les plus grandes actions sont celles qui sont complexes. Et puis cet entretien exclusif est l'occasion choisie pour faire le bilan de l'événement tenu du 9 au 10 janvier 2024 à Ouidah. Ouidah, la capitale de Vodou. Au cours de cet entretien, le président de la République s'est prêté à l'exercice de répondre à la question du budget qui a pu booster cette première édition des Vodou Days. Voici ce qu'il a répondu à nos confrères. Mais je pense que vous avez dû constater que c'est un début. Ouidah est en chantier. Les problèmes de mobilité ont été très, très sérieux. C'est l'année 1, donc le test. On a testé ce modèle pour voir s'il
il convient un peu à l'attente des gens. Et il semble que le modèle est bon. On dit faire une cérémonie vaudou pour davantage expliquer ce que c'est que le vaudou. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne saurais vous en parler en chiffres. C'était pas énorme. C'était pas énorme. Tout est question d'organisation, c'était pas énorme du tout. Mais autant le Bénin consacre des ressources à développer le secteur agricole, à développer le secteur industriel, nous avons dit que le vaudou a pour nous est d'un intérêt aussi économique. Puisque le tourisme est un secteur d'activité important. Aujourd'hui, le monde va davantage vers tout ce qui est consommation de tourisme. Et c'est un pan à saisir, c'est d'intérêt majeur pour nous. Donc si nous investissons dans le vaudou, pas simplement parce qu'on veut révéler notre identité à nous-mêmes et aux autres, mais surtout aussi parce que nous voulons en faire un secteur de développement économique. Alors là, tous les investissements les plus rationnels et rentables peuvent être effectués dès lors que nous faisons la projection de ce que cela peut créer en termes d'emploi, en termes de richesse, en termes de visite du Bénin, en termes de collecte d'impôts, de ressources pour l'État. Donc l'investissement va s'opérer dans ce cadre de rentabilité globale. Autre volet de l'actualité maintenant, la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adame-Soulé, auprès des opérateurs GSM Move Africa et MTN Bénin. C'est dans le cadre du déploiement de la connexion 5G au Bénin. Elle était accompagnée d'une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, Candide Honreta. Bientôt un pas de plus dans le secteur du numérique au Bénin, avec la connexion 5G. De leur côté, les opérateurs GSM s'activent pour l'effectivité de cette vision du gouvernement. La descente du ministre en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adame-Soulé, accompagnée pour la circonstance d'une délégation de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, ici dans les locaux de Move Africa, est plus qu'une satisfaction. Comme vous le savez, ça fait 1 an que nous travaillons, que nous préparons le lancement de la 5G. Et aujourd'hui, nous avons pu présenter tous les cas d'usage possibles qui ont été préparés et présentés dans notre showroom à Move Africa Bénin. Aujourd'hui, les cas d'usage sont multiples grâce à la qualité des débits et de la latence que permet aujourd'hui la 5G. Nous avons vu que les cas d'usage tournent autour de tous les dispositifs qui permettent justement de réduire les questions de latence. Et ceci est important, par exemple, pour des usages qui tournent autour de la télémédecine, autour du gaming, des jeux en ligne. Et qui dit donc réduction de latence dit tout ce qui est application en temps réel qui peuvent se faire sans qu'on ne ressente que l'intervention se fait à distance. Aurélie Adame-Soulé s'est également rendue à MTN Bénin pour le même exercice. Ici aussi, plusieurs cas d'usage des services de la 5G, comme des téléchargements, des jeux en ligne lui sont présentés. 5G is a game changer in terms of the way la 5G change les choses. C'est une vraie révolution et elle permettra de toucher plusieurs secteurs d'activité. Elle a cité le secteur de la santé, par exemple, où vous verrez que désormais la façon de travailler va complètement changer, la façon dont les hôpitaux travaillent ensemble, les médecins travaillent ensemble. Cela permet effectivement d'améliorer la façon dont on prend en charge les malades. education. Il faut aller vers des déploiements qui sont centrés sur les usages, sur les besoins. Donc on peut penser aujourd'hui que la 5G, c'est juste l'évolution de la 4G, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord recenser, savoir quels sont les besoins des populations, des entreprises, des services qu'il faut, secteur de la santé, de l'éducation. Et c'est selon ces usages, selon ces besoins que le déploiement doit se faire. En attendant la phase de lancement officiel des services de la 5G au Bénin, les expérimentations se poursuivent au sein des opérateurs GSM, Move Africa et MTN Bénin. Ceci en vue d'un développement économique, notamment en termes de création d'emplois, de croissance des entreprises et d'attrait pour les investisseurs étrangers.
Et puis, on parle maintenant de ce forum économique, commercial, mais aussi d'investissement entre la Turquie et le Bénin, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Bénin, CCI Bénin, et qui est suivi d'une rencontre B2B entre les entreprises turques et celles béninoises. Celle-ci s'est déroulée à Cotonou. À l'issue des travaux, quelques participants ont donné leur impression au micro de nos collègues envoyés, William Sanoussi, Rachidi Soubero. J'ai été très intéressé sur une solution, sur la solution mobile développée par le groupe Atike qui m'a quand même impressionné. Donc j'ai profité de l'occasion pour discuter avec eux sur comment développer un partenariat avec eux sur tout ce que moi je peux faire en matière d'équipement. Vous savez, de plus en plus, le gouvernement envisage de mettre en place des écoles techniques. Et ces écoles techniques-là auront inévitablement besoin des technologies de pointe, surtout les technologies de dernière génération, pour permettre à nos apprenants d'avoir des formations de pointe. D'ailleurs, j'ai fait un voyage tout récemment dans ce cadre-là, et donc les ayant rencontrés, j'ai voulu aussi approfondir la réflexion avec eux, et nous avons échangé, on a eu de bonnes discussions. Je vais dans un premier temps leur envoyer quelques propositions et voir s'ils ont de la technologie dans le domaine. Et puis dans un second temps, je voyagerai et nous allons renforcer le partenariat et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le Bénin. Donc, ça a été une occasion aussi de savoir qu'il faut quand même explorer les choses dans plusieurs pays. Vous savez, moi, je fais des importations, c'est plutôt essentiellement de la Chine. Beaucoup d'équipements que je fais venir, ça vient de la Chine. Mais on m'a toujours parlé aussi de la technologie turque. Voilà, c'est une occasion aussi pour que je puisse explorer ça et commencer par travailler avec eux pour voir ce que ça peut en donner. Et je crois fermement qu'avec la présentation qu'ils ont faite, j'ai espoir que quelque chose se fera de bien. Ça a été une très belle expérience. J'ai échangé avec des investisseurs qui sont venus. J'ai choisi le domaine de l'agroalimentaire, de la savonnerie, des cosmétiques. Donc, ils ont beaucoup de machines qu'ils ont proposées. Ils n'ont pas spécifiquement les machines dont j'ai besoin maintenant. Mais on a échangé les contacts et on va s'écrire. Ils ont promis aussi de me mettre en contact avec d'autres qui sont au pays pour pouvoir poursuivre les échanges. C'est une très belle initiative. On espère que ça va porter de fruits. Très bien passé. Il faut reconnaître que c'est une opportunité que j'attendais depuis un certain moment. Et elle m'a été offerte par la CCIB et je suis vraiment content. Ce n'est pas exactement ce que je veux que j'ai retrouvé par rapport aux produits, mais je trouve déjà que c'est quand même une porte d'entrée qui me permettra d'atteindre le reste, il n'y a pas de problème. Et puis, cette actualité qui défraie la chronique et qui fait beaucoup de mécontents dans le rang de la population, plus d'assurance automobile sans paiement au préalable de la taxe sur véhicules à moteur. Ainsi, on a décidé l'arrêté interministériel 2024-077 du 9 janvier 2024. Une décision qui fait grincer les dents dans le rang des propriétaires de voitures. Une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de deux responsables syndicaux de transport en commun. Voici leur appréciation de cet arrêté interministériel. Et ce genre de décision, avant, l'État nous associe et nous communiquons ensemble avec eux, nous donnons nos idées. Mais cette décision-là est tombée vraiment sur notre tête. Et beaucoup de transporteurs, beaucoup de chauffeurs que nous sommes critiquent ça beaucoup. Vraiment, si on pouvait revoir la copie, ça nous fera plaisir. Puisque nous prenons les choses étape par étape. Les moyens sont durs et tous savent que les temps sont durs. Le social, maintenant, là, n'est pas encore tombé. On nous a promis le social, mais le social n'est pas encore tombé. Les temps sont très durs. Moi, par exemple, je ne prends pas l'assurance d'abord. Après l'assurance, normalement, pour les TVM, dans l'année, on nous accordait 3 mois. Mais quand on met les 3 ensemble, ce serait difficile pour nous.
Maintenant, on nous a parlé du numérique, il faut voir ces intellectuels-là, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Pour 4 grilles internationales, des fois on fait 2 semaines. C'est grave, alors que des fois, il y a une urgence. Moi, des fois, quand je voudrais partir à Abidjan, les gens viennent louer ma voiture. On dit demain je vais. Si la voiture n'a pas de cas de crise, je débouche le matin, le soir, j'ai ça. Tout devient compliqué, surtout avec vos problèmes de numérique. Nous avons fait ce constat-là, que beaucoup de ces véhicules, surtout nos frères qui sont dans les administrations, que ce soit public, privé ou les corps armés, beaucoup ne prennent pas les pièces. Nous l'avons souvent constaté. Beaucoup ne prennent pas les pièces administratives. Et pour ceux qui sont dans l'administration, ils savent que très tôt le matin, ils prennent leur véhicule, ils vont au boulot, ils garent, et ça fait au soir. Lorsque la police sort pour faire les contrôles, ils ne peuvent sur la voie, eux, ils ne sont pas en circulation. Et voyez la flotte du véhicule administratif qui aujourd'hui échappe volontairement, je vais dire, ou bien n'aime pas payer ces impôts-là dans la caisse pour qu'on puisse travailler pour nous dans le pays. Et c'est le moment de rappeler au gouvernement que la nouvelle plateforme Sécuroute qu'ils ont lancée, il faut que cette application-là démarre réellement. Et que les matins, dans la journée, aux heures de travail, que des équipes, qu'un comité se forme pour passer dans les administrations là et flasher les plaques, et que si les véhicules ne sont pas à jour là, de leur déposer les impositions sur les pare-brises. Et à la sortie de leur bureau là, ils vont aller payer dans la caisse de l'État pour que ce pays-là se développe et au plus tôt. Laboratorio Art Contemporain a procédé mercredi au lancement officiel de la 2e édition de la Biennale de Ouida, Art et Culture Vodou, axée sur le thème « Si loin, si proche, 40 ans de coopération du passé au présent ». C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement de ces activités artistiques pour la saison 2024. On fait le point. Les couleurs d'une 2e célébration de la symbiose entre la culture vaudou et la scène artistique contemporaine sont ici annoncées. Une initiative de Laboratorio Art Contemporain qui transcende les frontières entre les pays pour établir une connexion entre des villes avec différentes cultures. Après la première édition déroulée en 2022 avec comme pays invité le Haïti, les organisateurs apportent une touche particulière à cette édition de la Biennale, notamment en annonçant la Suisse comme pays invité. Bienvenue à bord de cette aventure artistique et culturelle où les frontières s'estompent, connectant des villes et des cultures différentes, créant un véritable laboratoire où le contemporain s'épanouit dans la diversité des expressions artistiques et culturelles. Laboratorio Art Contemporain 2024 promet d'être une exploration inoubliable de territoires interconnectés. De janvier à septembre 2024, la ville de Ouida vibrera au rythme de la culture suisse, portée par 12 artistes professionnels suisses invités au Bénin. La Biennale Ouida Art et Culture Vodou, qui va couvrir la période de janvier à septembre 2024, est meublée d'un programme bien alléchant, dont les résidences en immersion des artistes suisses une fois par mois au Bénin, et ceci jusqu'au mois de juillet 2024. Les innovations sont aussi multiples. Chacun des artistes qui ont été bénéficiaires de ces bourses de résidence vont proposer des travaux en collaboration avec les différents artistes du Bénin qu'ils ont eu à rencontrer. Et ces travaux vont être montrés au public au cours du temps fort de la Biennale, donc du 2 au 16 août 2024. La deuxième innovation pour nous, on fait une escale dans l'eau, dans la mer, on interroge cet élément, on interroge son organicité, on interroge sa capacité à s'adapter à différents contenants. Et la troisième innovation de cette édition 2024, c'est les 2 journées d'études scientifiques qui vont être cette fois-ci consacrées à la cuisine, avec comme thématique la cuisine des déités et des hommes en interdit et valeur. Comment mangeons-nous? Que mangeons-nous? Que dit la façon et ce que nous mangeons de notre rapport à la nature? Ayant activement pris part à cette cérémonie, c'est le lieu ici pour le représentant de la communauté vaudou de s'offrir le challenge d'une meilleure réussite de cette 2e édition de la Biennale. Je suis un acteur actif dedans. Et je dois tout mettre en œuvre pour que ça puisse réussir avec brio, que ça puisse
avoir une réussite plus que la première édition. Le temps fort de cette deuxième édition de la Biennale Ouida Art et Culture Vodou est prévu du 2 au 16 août 2024, notamment au Palais du Souverain Pontife du culte Vodou, à la place Marot, puis à Cotonou. Direction le Septentrion, précisément la cité des Koboros, avec la clinique juridique et procès fictifs dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. C'est le thème central de l'atelier de formation organisé par l'Institut national de la femme qui s'est ouvert mardi dans la ville. Cette rencontre qui dure 3 jours réunit les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre, mais aussi les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou. L'atelier visait des échanges d'informations entre participants, des partages d'expériences et des propositions en vue de la manifestation de la vérité judiciaire. À travers la clinique juridique doublée d'un procès fictif qui s'ouvre ce matin, il s'agit pour l'INF d'une manière innovante de lutter contre les violences faites aux femmes en semant le réflexe INF dans la chaîne de protection des victimes et en intéressant les autorités administratives et judiciaires à une collaboration plus étroite dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'étape de Parakou entre dans le cadre d'une série d'activités similaires qui conduiront l'INF à s'informer des formes dominantes de violences faites aux femmes dans les juridictions du ressort des cours d'appel de Parakou, d'Abomey et de Cotonou. Il s'agit d'une manière plus spécifique d'initier un échange entre acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes afin d'aboutir à une procédure plus légère, accélérée et efficace. Les actions que mène l'Institut national de la femme s'inscrivent dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. À travers la clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou, les organisateurs entendent relever des défis. Nous espérons sincèrement de cette série d'activités qu'elle nous permet de nous entendre sur la lecture à donner aux textes relatifs aux violences basées sur le genre et à comprendre aussi les failles qui pourraient porter atteinte à la lutte contre les VBG. 0 femme victime de violences sans assistance, c'est le thème de cette activité. Et c'est ce en quoi nous croyons à l'Institut national de la femme. Un peu plus chaque jour, malgré les difficultés, grâce à des femmes et des hommes d'exception, tels que vous ici présents. Le représentant du préfet salue l'initiative de l'INF qui, à ses yeux, permettra d'apporter des réponses aux maux qui menent l'épanouissement des femmes et des filles. Et l'atelier de Parakou s'inscrit dans la droite ligne des actions que mène le gouvernement dans ce sens. Les présentes rencontres constituent un creuset pour vous informer davantage sur les principaux cas de violence faites aux femmes afin d'alléger et de rendre plus efficace la procédure judiciaire pour une manifestation de la vérité et une meilleure protection des droits de la jeune féminine, ce qui pourra amener les victimes à se confier davantage au système judiciaire et de prise en charge. Précisons que l'atelier du 3 jours, soit jusqu'au jeudi 18 janvier 2024. La page magazine de cette édition avec la découverte d'un tam-tam qui, depuis la nuit des temps, servait de communication entre les palais royaux et des peuples akans et descendants. Ce tambour n'est utilisé que pour les familles royales, celui qui le joue lance des codes qui sont décryptés, déchiffrés par d'autres initiés. C'est ainsi que le message circule à travers tout le village. Tantam à Tapani, c'est un reportage de la rédaction signée Ulrich Ekouegala. À première vue, ces tam-tam ressemblent à des tambours ordinaires. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes face à des tambours consacrés. Les initiés l'appellent Atompani ou le tam-tam parlant. Pour ce qui concerne ce tam-tam, il faut avoir je ne dirais pas une formation, mais une initiation. Une initiation. Vous êtes initié à jouer ce tam-tam parce qu'il y a des paroles que vous devez jouer
dans ce tam-tam-là que les gens vont expliquer. Quand on joue dans une maison royale ce tam-tam, ça véhicule un message. Et dans une autre maison royale à côté, il y a aussi un autre tam-tam parlant qui prend le relais. Ainsi de suite, l'information est relayée à travers le village. Ces tambours sont donc de grands canaux de communication, autrefois utilisés pour passer des messages à travers le royaume. Le rythme joué sur le tam-tam est un code que seules les personnes averties peuvent décrypter. C'est comme la géomancie, c'est en parabole. Donc ceux qui sont initiés comprennent le message que ça veut véhiculer et expliquent. Quand vous n'êtes pas initié, c'est difficile de comprendre. Par exemple, je dis Djokotoku Votengele. Qui peut comprendre ça si tu n'es pas initié? Djokotoku Votengele, tout simplement, ça veut dire les anciens sont partis, mais les petits restent. Mais avant de faire résonner la tompani ou le tam-tam parlant, il faut impérativement un rituel. C'est un tam-tam qui nécessite soin et respect de tous. Même le roi des Adigo, Nana Ané Daneho, au Togo, lui voue un respect particulier. À l'instar du gangan, encore appelé talking drum, très utilisé par les griots dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, la tompani est spécifique pour une ère culturelle bien déterminée. Il faut dire que nous sommes des Akans d'origine, après nous sommes devenus des Minans, après les Adigo que nous sommes aujourd'hui, et puis il y a le peuple Guin aussi. Dans chaque maison royale, tous ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, à travers le Ghana, Togo, mais c'est rare de trouver ça au Bénin. C'est rare de trouver ça au Bénin. Mais quand vous êtes de l'autre côté, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, vous allez trouver les tam-tam parlants. Outre les messages à diffuser dans le royaume, la tompani est également utilisée lors des cérémonies de baptême, de mariage ou de funérailles du roi ou d'un prince. C'est un instrument dédié exclusivement à la famille royale. En sport, précisément dans le football, on va porter Godas avec la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a abordé cet après-midi même sa deuxième journée de la phase des groupes. En ouverture de cette deuxième journée, la Guinée équatoriale s'est offerte à son homologue de la Guinée-Bissau et ouvre ainsi les portes du second tour, nous dit Candide Ouenta. Apparemment, quelques soucis techniques avec notre rendez-vous sportif. On va boucler ainsi la boucle. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.